j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'affaire Méchineau ou l'affaire des disparus de Boutier. Cette affaire désigne l'ensemble des événements liés à la disparition, le 24 décembre 1972, de la famille Méchineau, de Boutier-Saint-Trojan, près de Cognac-Charente. Cette affaire n'est pas résolue à ce jour et les enquêteurs ne disposent d'aucun indice ni d'aucune piste. Le village de Boutier-Saint-Trojan, en bordure nord de Cognac, est un petit village de 1500 âmes. D'apparence tranquille, sans histoire, tout juste se signale-t-il par des vestiges de villas gallo-romaines et une commanderie millénaire. Il fut pourtant le théâtre, en 1972, de ce qui reste aujourd'hui encore l'un des plus extraordinaires faits divers de ces 50 dernières années. Malgré des moyens considérables déployés à l'époque et au début des années 2010, l'affaire des disparus des Boutier n'a jamais pu être résolue. Pire, rien, pas même le petit indice, la moindre trace n'a été retrouvée. C'est ce qui en fait une affaire hors norme, unique même. La plupart du temps, quand une famille disparaît, on retrouve des traces, des témoignages, quelque chose, mais là, rien. C'est comme si il s'était volatilisé. La famille Méchineau se compose de Pierrette, Jacques, Éric et Bruno. Pierrette, la mère, est une très belle femme de 29 ans. C'est une femme au foyer discrète, que l'on ne voit guère que lorsqu'elle sort faire ses courses ou va chercher les enfants à la sortie des classes. Car Éric, 7 ans, et Bruno, 4 ans, sont scolarisés à l'école du village, à quelques pas de chez eux, de leur maison blanche aux volets verts, presque effacée en bord de route. Le maire du village de l'époque, Robert Richard, se souvient que Bruno était dans la classe de sa femme qui était elle-même institutrice. C'était un gamin souriant, sans histoire, et extrêmement doué pour les études. Arrivés depuis quelques mois dans le village, les Méchineau, originaires de la région, mais pas précisément de Boutier, n'ont pas encore eu le temps de s'y faire, même de se faire des amis. Il faut dire que de l'avis général, le couple n'est pas du genre causant. Le père, Jacques, a 31 ans, et il a déjà une réputation de taciturne, voire d'ombrageux. Il est ouvrier chez Saint-Gobain, à Château-Bernard, à quelques kilomètres de là. Il est affecté à l'entretien des machines, fait figure de travailleur modèle et un mécanicien très doué. Il enchaîne les extras, notamment pour les agriculteurs des alentours. Ils ont été invités chez Madame et Monsieur Fontanilla, qui habitent Cognac. C'est un couple de collègues de Jack. Ils habitent rue de la Plante à Cognac. Depuis Boutier et leur domicile, Pierrette et Jack mettent moins de 10 minutes pour parcourir les 3,8 km qui les séparent. C'est le temps qu'il leur faut ce 24 décembre 1972 pour rejoindre ses amis chez qui ils vont réveillonner. Toute la famille embarque dans la Simca 1100 rouge Grenat et arrive chez les Fontanina pour un Noël convivial, chaleureux et banal. La soirée se déroule normalement. Les Fontanilla n'en gardent pas un souvenir particulier. Tout juste s'étonnent-ils de l'inhabituelle nervosité de Jack. Ce dernier ne semble pas pour autant désireux d'écourter la soirée et paraît même contribuer à la faire traîner en longueur, alors qu'il sait que son collègue, le 25 décembre ou pas, commence son travail à 4 heures, quand lui-même bénéficie de quelques jours de vacances. Ce n'est ainsi qu'entre 1 et 2 heures du matin, que Pierrette, Éric, Bruno et Jack remontent dans leur voiture direction Boutier. En cette nuit glaciale du 24 au 25 décembre 1972, un brouillard épais recouvre la région. On n'y voit pas à 3 mètres. Les Fontanillas les laissent partir sans les craintes qu'ont parfois les amphitryon de réveillon. Non seulement la route est courte, mais en plus, Jack, qui conduit, ne boit pas. Il regarde par la fenêtre les phares de la Simca s'éloigner, sans se douter une seconde qu'ils ne reverront jamais leur ami. Que s'est-il passé sur les 3800 mètres qui séparent les deux foyers? C'est la question qui poursuit Boutier depuis bientôt 50 ans. Le village ne s'oppose pas les premiers jours, la question pourquoi cette famille ne réapparaît pas.
Une famille qui s'absente durant les vacances de Noël, c'est tout à fait habituel. Les enfants ne manquent pas l'école puisque ce sont les congés, donc rien d'anormal de ce côté-là. Et pour le reste, l'absence des parents n'a pas vraiment surpris. Ils se sont dit qu'ils étaient partis quelques jours dans leur famille ou chez des amis. Par contre, leur famille s'étonne en revanche de ne pas avoir eu de nouvelles, car un repas était prévu le jour de Noël. Les parents de Jack vont très vite alerter les gendarmes. Mais à l'époque, la loi imposait un délai d'une dizaine de jours avant qu'une disparition comme celle-là soit considérée comme inquiétante. Donc, 13 jours plus tard, le 6 janvier 1973, Pierre Esnard, le père de Pierrette Méchineau, signale à la gendarmerie nationale la disparition de sa fille, de son beau-fils et de ses 2 petits-enfants. Les gendarmes charentais s'emploient à retrouver au plus vite les Méchineau. Ils commencent évidemment par enfoncer la porte de la maison familiale. Ils y trouvent un sapin au pied duquel attendent patiemment des cadeaux emballés, alors que la dinde et les huîtres sont au réfrigérateur, en prévision du réveillon familial qui devait succéder à celui entre amis 24 heures plus tard. Aucune trace de sang, de signe de lutte, pas d'effraction, ni de tiroir éventré, rien ne semble manquer. Chéquier, papier d'identité et livret de famille sont rangés dans le bureau. C'est comme si le temps s'était figé dans la maison et les gendarmes sont totalement déconcertés. Du côté des comptes bancaires des Méchineau, récemment alimentés par la paye de Saint-Gobain, rien à signaler non plus, aucun mouvement depuis le 24 décembre. Les gendarmes déploient alors les grands moyens. Les gendarmes privilégient la thèse d'un accident de la circulation, car pour aller de Cognac à Boutier, il faut longer la Charente. Un hélicoptère survole le fleuve, dont les eaux troubles sont sondées par des plongeurs sapeurs-pompiers. Ils ne trouvent rien. Les berges de la Charente sont aussi minutieusement fouillées sur près de 14 km et on ne détecte pas la moindre trace de pneus. Difficile donc de croire qu'une voiture ait fait une sortie de route dans le fleuve. Il y a eu des battues, des fouilles dans les maisons abandonnées, y compris avec des citoyens volontaires, notamment des gens du village. Mais rien, toujours rien, comme si la Simca s'était envolée, volatilisée sur le trajet. Pour comprendre ce mystère, les gendarmes tentent de cerner la personnalité du couple disparu. Ils découvrent très vite que la discrète Pierrette a succombé au charme de Maurice Blanchon, le fils des voisins, un peu plus âgé qu'elle, et tombeur officieux des dames de Boutier et des environs. Depuis plusieurs mois, ils entretiennent une liaison qui reste longtemps ignorée de tous. Jusqu'à la mi-décembre 1972, une voisine bien intentionnée confirme les soupçons de Jack et lui révèle que Pierrette et Maurice sont amants. Jack ne serait pas tombé de haut. Il avait déjà confié ses craintes sur le sujet à l'un de ses amis. Il aurait même ajouté que si elle était fondée, il ferait disparaître tout le monde et personne ne les retrouverait jamais. Déclaration de Robert Richard. Sinistre menace ou tout simplement l'énervement d'un mari. Au regard de la suite, l'avertissement fait en tout cas froid dans le dos. D'autant que plusieurs témoins assurent que Pierrette aurait avoué sa liaison à son mari et lui aurait même fait part de son intention de le quitter. Et ce froid se fait glacial, si l'on en croit ce qu'aurait déclaré Maurice Blanchon aux gendarmes, et qu'il révèle publiquement pour la première fois. Le 22 décembre, il aurait revu Pierrette, qui aurait confirmé cette discussion houleuse avec son mari, et qui en aurait surtout porté les stigmates, œil au beurre noir et traces de strangulation. Ce témoignage n'aurait été ni contredit, ni confirmé par d'autres témoins. Une déclaration de Robert Richard qui me semble tout à fait pertinente. Il adorerait imaginer qu'ils se sont enfuis à l'étranger et que tout aille bien pour eux. Mais il croit, hélas, qu'ils sont morts depuis longtemps, probablement quelques heures après leur disparition. Et ce, pour plusieurs raisons simples. D'abord, quitter la France, ce n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui, surtout avec des enfants en bas âge et sans ressources financières. Et surtout parce que, s'ils étaient vivants, l'un d'eux se serait forcément manifesté. Éric ou Bruno, au moins, auraient probablement cherché à revoir leur famille qui vit non loin d'ici. La vérité serait remontée. Un accident lui paraît aussi tout à fait improbable.
en admettant même qu'ils aient dérapé et qu'ils soient tombés dans l'eau. Ils auraient retrouvé des traces de pneus, puis sans doute la voiture. Peut-être que Jack a fait le meurtre parfait. Il croit que Jack a mis à exécution sa menace et qu'il a parfaitement réussi. Il ignore comment il s'y est pris. Il présume simplement qu'il était très motivé et qu'il a mis à profit la dizaine de jours avant que les recherches ne soient lancées pour effacer toute trace. Même s'il doit avouer qu'il ne semblait pas être capable de commettre un tel acte, ni d'échafauder un plan aussi parfait. C'était quelqu'un d'ordinaire, une famille ordinaire, et c'est aussi ce qui en fait, à son sens, une affaire extraordinaire. En 2009, un nouveau commandant de gendarmerie est nommé à la tête de la caserne Buisson-Morin à Cognac. Il s'appelle Georges Pierini. Il vient de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Créé après l'affaire Grégory pour exploiter scientifiquement tous les indices d'un cas. Tout juste quadragénaire, le militaire consacre une partie de son énergie à résoudre ce mystère, jugeant inconcevable qu'aucune trace des Méchinots n'ait jamais été découverte. Car avec les moyens modernes, la technologie actuelle, il voudrait faire progresser l'enquête, voire de retrouver les disparus vivants ou morts. En 2011, il fouille à nouveau la Charente en utilisant du matériel dernier cri, notamment un radar subaquatique capable de déceler des épaves de voitures à 60 mètres de profondeur. La demande a été faite par Annie Amber et Jean-Paul Méchinot, deux des 10 frères et sœurs de Jack, qui aimeraient vendre un terrain familial. Mais ce dernier n'ayant jamais été déclaré officiellement décédé, du coup, ils sont incapables de vendre ce terrain. Ils s'adressent donc au nouveau procureur de la République d'Angoulême, Nicolas Jacquet, lequel se tourne vers Georges Pierini. Le Bastier peut alors relancer l'enquête, en utilisant toutes les techniques dont disposent désormais les gendarmes. L'opération est baptisée Brunerie 47, en hommage aux deux fils des Méchinots, Bruno et Éric. Une première piste les mène à Courserac, en Charente-Maritime, une vingtaine de kilomètres au nord de Boutier. On y retrouve des ossements datant d'environ 40 ans, ce qui laisse un fol espoir aux enquêteurs. Las, il s'avère que l'ADN ne colle pas. Les victimes ne sont donc pas la famille Méchinot. Georges Pierini ne baisse pas les bras. Les cours d'eau sont à nouveau sondés, mais cette fois avec un tout nouveau sonar utilisé pour la première fois dans cette affaire. Et là encore, la persévérance semble payer. En octobre 2013, une Simca 1100 couleur grenat est repêchée dans la Charente. Mais ni sa plaque, ni le numéro de son châssis ne correspondent au véhicule des Méchinots. Entre-temps, une adresse mail est créée pour vérifier tous les tuyaux et les témoignages tardifs. Un jour, un radiesthésiste leur indique que les Méchinots sont tombés dans la Charente en face du château de Saint-Brice. Pour ne rien laisser au hasard, les gendarmes se rendent sur place et détectent effectivement des échos intéressants, à 4 mètres de profondeur, juste en face du château. L'espoir est de courte durée, il s'agit seulement de barques. Quelque temps plus tard, une maison abandonnée de Port-Boutier est passée au peigne fin avec un géoradar. Ça ne donne toujours rien. Ultime rebondissement, 7 corps sont retrouvés dans un jardin de Cognac, mais leur mort date des années 20. Par acquis de conscience, les regroupements ADN sont tout de même effectués, mais sans surprise, cela non plus ne donne rien. Retourné depuis à l'IRCGN, Georges Pierini n'aura donc pas réussi à résoudre cette affaire. Muté à Poitiers, puis à Rennes, Nicolas Jacquet a, lui aussi, laissé Annie Amber et Jean-Paul Méchinot à leur deuil impossible. Non sans que l'autorisation de vendre le terrain familial ne leur ait été accordée. Aujourd'hui, Boutier s'appelle désormais Boutier-Saint-Trojan. Néanmoins, l'énigme des disparus de Boutier hante toujours les esprits. Bien que l'affaire soit prescrite depuis longtemps, les gendarmes continuent de se transmettre le dossier de génération en génération, avant tout pour les familles. Selon les chiffres officiels, 40 000 à 50 000 personnes disparaissent chaque année en France.
Un quart de ces disparitions, soit 10 000, sont considérées inquiétantes seulement. Il est rarissime que des familles entières s'évanouissent dans la nature et encore moins en voiture. Après de 5 décennies, nombre de rumeurs ont tourné à Bouthier. Aujourd'hui âgé, Maurice Blanchon était l'amant de Pierrette. Il affirme qu'en apprenant leur liaison, Jacques Méchineau aurait battu sa femme, peu avant leur disparition, mais demeure convaincu que la famille s'est éclipsée à l'étranger. Depuis le départ, il est persuadé qu'ils se sont éclipsés en Australie. Il en est presque persuadé. Car l'avant-veille de leur disparition, il a revu Pierrette. Elle lui aurait expliqué qu'elle avait tout avoué à Jacques et que celui-ci l'avait battue. Pourtant, elle lui a répété à plusieurs reprises que, quoi qu'il arrive dans les jours et les semaines à venir, il ne devait pas s'inquiéter. Elle a insisté là-dessus, comme si elle voulait lui faire comprendre un message. Il a voulu en savoir plus, mais elle n'a rien souhaité dire d'autre. Pourquoi l'Australie ? Jacques avait un collègue et ami chez Saint-Gobain qui avait vécu là-bas. Il en parlait souvent et lui demandait énormément de renseignements sur ce pays. Il y a eu aussi cette journée assez étonnante, le 18 décembre. Jacques était parti seul chez un ami en Vendée. Lui qui ne quittait jamais le domicile familial et y a passé plusieurs jours. Et peu après, toute la famille disparaissait. Maurice l'a évidemment signalé aux gendarmes, mais aucun enquêteur n'a jamais jugé bon d'aller entendre cet ami. Pourtant, comme il le déclara, on peut pourtant imaginer qu'il a joué un rôle dans cette affaire. C'est incompréhensible. En 2020, l'enquête est relancée. Des investigations ont eu lieu chez Maurice Blanchon, l'amant de la mère de famille, est interrogé et son terrain est sondé. Maurice a été interrogé, sa maison perquisitionnée à la recherche d'une éventuelle lettre que Pierrette aurait pu lui envoyer. Ce sont des renseignements anonymes qui ont déclenché ces récentes investigations entre fin mai et mi-juin. Le parquet reconnaît qu'une information judiciaire est bien en cours. Plusieurs maisons ont été perquisitionnées, notamment celle des parents de Maurice Blanchon, la plus proche de celle des disparus. Elle est occupée par un frère de Maurice Blanchon. Les gendarmes n'ont trouvé qu'une vieille carabine. Une autre habitation dans une impasse du village a également été explorée le 26 mai. Beaucoup de gendarmes ont investi la maison, mais les recherches semblent avoir été infructueuses. Comme je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo, Maurice Blanchon, qui a longtemps été persuadé que la famille avait fui en Australie, estime que les enquêteurs ont toujours négligé une information qu'il avait donnée dès le début en 1972. Jacques avait passé 2 jours en Vendée juste avant la disparition, chez un camarade d'armée. Pour Maurice, il doit savoir des choses. Pour le reste, il garde en mémoire les derniers mots de Pierrette. Elle avait reçu des coups de son mari quand il avait appris sa relation. C'était 2 jours avant sa disparition. Voici ses propres mots. « Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. » Maurice ne l'a jamais revu. C'est une des affaires parmi les plus mystérieuses des annales judiciaires françaises. La plus insensée, parce qu'il n'y a aucune piste, pas un seul foutu indice, témoigne un officier de gendarmerie qui s'est passionné pour cette affaire. En 2011, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale avait tenté de résoudre l'énigme. Étant sondé, sol scanné, prélèvement réalisé dans une maison abandonnée, sans résultat. Le 23 janvier 1973, Paul Bouchu écrivait dans Charente libre, on frémit à la pensée du drame qui a pu se jouer cette nuit de Noël dans ce brouillard épais. Seul le hasard permettra un jour, peut-être, d'élucider cette mystérieuse disparition. 24 décembre 1972, après un repas partagé chez des amis, la famille Méchineau quitte la rue de la Plante, à Cognac, pour rejoindre sa maison de Bouthier. Plus personne ne reverra Jacques Méchineau, le père de 31 ans, ouvrier chez Saint-Gobain, sa femme Pierrette, 29 ans, et les 2 enfants, Éric, 7 ans, et Bruno, 4 ans. Janvier 1973, la gendarmerie lance une enquête 10 jours après la disparition. Un hélicoptère scrutait l'île de la Charente afin de repérer l'éventuelle présence de la Simca 1100.
les recherches restent vaines. Toutes les pistes sont envisagées. Accident, suicide collectif, meurtre, départ à l'étranger. L'enquête est une première fois relancée. Plusieurs cours d'eau sont à nouveau sondés. Des carcasses de voitures et des ossements retrouvés à Courserac. Tout a été expertisé, mais rien n'est lié à la disparition d'Aimé Chénaud. C'est la fin de cette triste histoire et surtout très troublante. Je remercie encore beaucoup un abonné de me l'avoir proposé. Il voulait aussi savoir mon avis. Je le donne très rarement dans les vidéos parce que je ne suis pas enquêtrice. Je n'ai pas cette prétention. Et ensuite de ça, même les enquêteurs sont complètement perdus. Donc, je vais suivre les enquêteurs. Je suis complètement perdue aussi. Je suis désolée de te décevoir. Je pencherai peut-être plus pour un départ à l'étranger, car effectivement, si il avait assassiné toute sa famille, ça serait pour l'instant le meurtre parfait. Et je pense, en me rassurant bien sûr, que le meurtre parfait n'existe pas. Voilà. Ce que je trouve très moche par contre, c'est qu'il y a 2 enfants, donc j'espère du fond du cœur qu'ils sont toujours en vie. Mais c'est vrai que je suis un petit peu sceptique sur le fait que pourquoi les enfants, maintenant ils sont quand même très grands, ils n'ont pas voulu revenir ou voir s'ils avaient une famille, je sais pas. Je suis perdue, je suis un petit peu comme tout le monde, donc je suis désolée de te décevoir là-dessus. Voilà, et moi je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et surtout prenez soin de vous.